Bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo du SOS Est comme c'est. Donc j'allais dire comme tous les mercredis, ça n'est pas vrai, c'est à peu près un mercredi sur deux quand je peux. Je vous propose ce rendez-vous du SOS Est comme c'est. Alors en quoi ça consiste le SOS Est comme c'est? C'est un temps où je réponds à des questions que vous m'avez envoyées par mail. Donc si vous voulez m'envoyer une question, je vous le redirai à la fin, il faut m'envoyer un mail en précisant bien question pour le SOS. Donc, je vais peut-être me représenter parce que peut-être que vous ne me connaissez pas si c'est la première fois que vous assistez à cette vidéo. Donc, je suis Sandrine Donzel, je suis psychopraticienne, conférencière et autrice du blog S comme c'est. Le blog qui vous fait voir les choses par l'autre bout de la lorgnette. J'aime bien prendre les problèmes à l'envers parce que ça nous amène souvent des solutions. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Je vous lis la question que j'ai choisie. Alors, vous vous rappelez, j'ai bien dit que toutes les mamans qui m'envoyaient des questions s'appelaient Caroline. Donc, nous avons Caroline qui nous envoie une question. Je vous la lis. Donc, hier soir, ma fille de 10 ans s'est mise en colère pour une histoire de yaourt. Jusque-là, pas bien méchant. Elle s'est emballée, elle est restée bloquée sur cet échange, puis a boudé longtemps jusqu'au dodo et m'a finalement rappelé pour me dire pardon vers 21h30. Je n'aime pas comment je gère la situation ou du moins comment elle l'aperçoit. Je sens qu'elle se sent nulle d'avoir réagi comme ça et qu'elle ne sait pas se reprendre, que ça dure, qu'elle s'enlise. Et ce que je lui dis, comme hier soir par exemple, qu'elle est culottée de dire qu'elle n'a pas de yaourt alors qu'en fait c'est qu'elle ne les aime pas, l'enfonce. Je sens son estime et sa confiance en elle diminuer un peu plus à chaque colère. Alors, le SOS est plutôt pour moi en tant que maman, me dit-elle, pour répondre à la question suivante, comment dire les choses à son enfant pour ne pas qu'il se sente dévalorisé, et aussi comment amener un enfant à faire les choses sans pointer qu'il ne les fait pas, donc en le dévalorisant. Et par exemple, tous les jours, je lui répète qu'elle doit brancher sa veilleuse, elle ne le fait pas. Et j'utilise différentes méthodes qui ne marchent pas. Je lui pointe qu'elle n'a pas encore branché, que je lui ai déjà dit 10 fois, je menace que cette nuit, elle va s'éteindre et qu'elle sera dans le noir. Bref, donc je résume les deux questions que nous pose Caroline aujourd'hui. Comment dire les choses à son enfant pour ne pas qu'il se sente dévalorisé et comment amener un enfant à faire les choses sans pointer qu'il ne le fait pas et donc en le dévalorisant. Alors zou, c'est parti, je vais vous proposer ma réponse à cette question tout de suite. Je précise que vous pouvez évidemment, notamment si vous regardez en direct, commenter. Je vous vois là dans les commentaires sur mon téléphone et sur mon ordi. Réagir, poser des questions complémentaires. Et même si vous regardez en replay, c'est possible aussi puisque la vidéo sera après disponible sur la chaîne YouTube et sur le blog. Première question, comment amener un enfant à faire les choses sans pointer qu'il ne les fait pas et sans le dévaloriser. Alors le problème là-dedans, c'est la honte, la culpabilité. Se rendre compte qu'on a fait une bêtise, j'y mets des guillemets, qu'on n'a pas fait quelque chose qu'on savait devoir faire, se rendre compte qu'on ne s'est pas comporté d'une manière sympathique, respectueuse, qu'on s'est comporté d'une manière qui n'est pas très morale, eh bien, ça fait toujours mal. Et ça fait mal, c'est pas de la dévalorisation, c'est de la honte ou de la culpabilité. C'est une émotion extrêmement saine et c'est justement le fait de traverser cette émotion-là, de la digérer, qui va nous permettre d'en tirer des conclusions. Je l'ai déjà dit, je pense à plusieurs reprises dans des vidéos ou dans des articles, ne pas culpabiliser quand on fait une bêtise serait un gros problème. Parce que la culpabilité que je ressens, le fait qu'elle soit extrêmement désagréable pour moi, c'est exactement ce qui me permet d'en tirer une leçon. Si je ne ressentais rien de désagréable, ben pourquoi est-ce que j'irais me questionner sur ce que j'ai fait je ne me questionnerais pas. Mais par contre, dans le processus, y a des moments où on est disponible pour recevoir les remarques des autres, pour recevoir
peut-être les remontrances des autres et de ses parents quand on est un enfant. Et il y a des moments où on ne l'est pas. Alors je vais vous donner un exemple qui est le mien en tant qu'adulte et je prendrai probablement des exemples d'enfants, j'ai un ou deux cas en tête. En tant qu'adulte, et ça m'arrive régulièrement, je vais animer une conférence, une formation ou bien je fais un rendez-vous d'accompagnement. Alors c'est plus vrai avec les conférences et les formations parce que j'ai un peu plus de préparation, bien qu'en accompagnement j'ai aussi ça. Mais bref, donc j'ai un travail de préparation que j'ai fait plus ou moins bien. Des fois je crois avoir bien fait, mais en fait j'ai pas bien fait. Enfin bref, j'ai fait à peu près mon travail de préparation. Et puis ça se passe pas très bien. Et ça m'arrive comme à tout le monde. Et alors, j'ai un moment quand même, j'ai besoin d'un moment pour digérer la déception, la frustration, la culpabilité que je ressens. Parfois, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, ce truc me travaille, ça me rumine, c'est désagréable. Et je me dis que, oh là là, je suis vraiment nulle, j'ai vraiment raté, mon Dieu, c'est une catastrophe. Et ça arrive à tout le monde. Je suis sûre que ça vous arrive à vous aussi en tant qu'adulte. Et puis, petit à petit, quand l'intensité de l'émotion redescend, je peux prendre du recul là-dessus et je peux un peu moins me dévaloriser. Parce qu'au début, la forte intensité de la honte et de la culpabilité, le seul truc accessible, c'est je suis nulle. Et quand la honte et la culpabilité descendent, là, je peux commencer à me dire, tiens, peut-être que j'ai pas bien préparé ceci ou cela, peut-être j'aurais dû faire comme ci ou comme ça, tiens, la prochaine fois, je ferai ça. Et là, je commence à en tirer des enseignements qui me seront utiles. Et avec les enfants, c'est exactement la même chose. Donc, l'énorme problème, c'est que quand ils constatent qu'ils ont fait une bêtise, émotionnellement, c'est pas le moment où ils sont le plus disponibles pour réfléchir à comment ils peuvent changer les choses. Alors, je réponds du coup à la deuxième question, comment amener un enfant à faire les choses sans pointer qu'il ne le fait pas et donc en le dévalorisant? Eh bien, en gros, on ne peut pas. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il ne fait pas bien quelque chose, qu'il a oublié de faire quelque chose qu'il devait faire, sans lui faire ressentir un sentiment d'échec. Et ça n'est pas un problème. Bon, donc déjà, ça, si vous essayez de faire prendre conscience à quelqu'un, et à un enfant notamment, qu'il n'a pas fait quelque chose, mais sans qu'il ressente un sentiment d'échec, soit ça ne va mener à rien, soit vous êtes en train d'essayer de le coincer dans une espèce de paradoxe, de manipulation, qui ne va pas. Et comme je l'ai dit, ce sentiment de honte, de culpabilité est extrêmement utile. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent quand les enfants manifestent cette sensation de honte, de culpabilité, qui parfois peut se manifester par de l'agressivité à notre égard? Parce qu'ils sont mal, et puis ils sentent bien qu'ils ont besoin de digérer ce truc-là, et toute perturbation dans le processus risque de provoquer de l'agressivité face à la personne qui vient perturber. Si je reprends mon exemple de « je me sens nulle » et tout ça, si quelqu'un vient intervenir dans mon processus de réflexion, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je risque si la personne vient en me disant « mais c'est vrai, t'es vraiment nul ce que t'as fait, oh là là, mais tu te rends compte, mais c'est un drame et tout », je risque soit de effectivement m'enfoncer en disant « ah ouais, c'est vrai », soit je risque de m'énerver en trouvant que cette personne exagère. Et donc, je vais m'énerver contre elle. Et ça fait diversion dans mon processus de digestion. Tout ça pour dire que, je résume, il y a des moments pour mettre des mots là-dessus et que très souvent, le truc le plus efficace, c'est de responsabiliser, c'est-à-dire pas de gronder, mais de je te laisse réfléchir et quand tu te sentiras prête, on en reparle. Alors souvent, avec la honte, les enfants, ils ne veulent pas en reparler. Donc là, il y a des moyens de surmonter ça. Et le moyen de surmonter ça, c'est je ne vais pas te gronder, je veux juste savoir ce que toi tu en penses de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Ce que, à ton avis, moi j'en pense,
Parce que plus vous allez arriver à leur faire formuler ça, plus ils seront en face de leurs responsabilités, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'ont pas fait, même si c'est douloureux pour eux. Donc ça, c'était pour la première question. Ensuite, attention, parce que du coup, il y a cette notion de dévalorisation dont nous parle Caroline dans sa question. Et là, je voudrais pointer quelque chose, ça fait plusieurs fois, il me semble que j'en parle dans les dernières vidéos, je ne sais pas pourquoi ça revient régulièrement en ce moment, mais il se passe un phénomène qui est que nous, les parents, on insiste pour faire prendre conscience aux enfants de quelque chose, et en parallèle, on a tendance à les protéger des conséquences s'ils ne font pas. C'est le cas par exemple avec cette jeune fille de 10 ans qui ne branche pas sa veilleuse le soir. Sa maman lui rappelle, lui dit attention, la prévient, la menace, tu vas avoir des problèmes et tout ça. Et en fait, ce faisant, paradoxalement, Caroline, vous empêchez votre fille d'aller au bout du processus. En gros, qu'est-ce que vous cherchez à éviter quand vous faites ça? Et si vous cherchez à éviter que votre fille se dévalorise et se rende compte qu'elle a été nulle, paradoxalement, ça n'est pas un bon service à lui rendre. Parce que c'est en se rendant compte qu'elle a été nulle ponctuellement, sur le moment, qu'elle va pouvoir se dire « Ouh là là, la prochaine fois, il faut que j'y pense », qu'elle va pouvoir prendre ses responsabilités et sentir que, ok, elle a peut-être raté ponctuellement, mais qu'elle est capable de trouver des ressources pour surmonter. Parce qu'avoir confiance en soi, ça n'est pas ne jamais rater, ne jamais oublier. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance dans sa capacité à surmonter l'échec, le manquement. Et ça peut contribuer, le fait que nous, on cherche à protéger des conséquences, ça peut contribuer paradoxalement à diminuer la confiance en soi et l'estime de soi de l'enfant, et ça peut contribuer à augmenter la tempête émotionnelle, la colère, l'agressivité et la culpabilité. Parce que l'enfant, il n'a pas les mots, il n'a pas le recul pour dire « fous-moi la paix, arrête de prendre en charge à ma place », parce qu'il ne se rend pas compte que c'est ça le problème. Parfois, chez les jeunes adultes, ils arrivent à le formuler assez clairement, mais les plus petits, ils n'y arrivent pas. Et parfois, ce truc-là dure toute la vie. On sent bien qu'on est englué dans un truc où « Ah, mais ça m'agace que tu prennes tout en charge, là, fous-moi la paix, laisse-moi gérer les conséquences de mes actes. » Mais ce n'est pas très clair dans notre tête. Dans les relations parents-enfants, quand les deux sont adultes, c'est hyper fréquent. Donc, il est déjà 10h14, donc j'ai dit que je faisais des courtes vidéos. Donc, je veux juste réagir là-dessus. Ça veut dire aussi, notamment avec des enfants de 10 ans, qu'il n'y a pas de problème intrinsèque avec la punition, au sens la punition, c'est une conséquence désagréable à l'acte que j'ai commis. Parce que la punition peut aider justement à prendre ses responsabilités et redonner confiance. Elle peut provoquer l'effet émotionnel qui va faire que l'enfant va se dire « Ouh là là, il faut que je fasse attention la fois d'après ». Donc ça, c'est intéressant. Il peut y avoir des conséquences, entre guillemets, naturelles, comme là, c'est le plus efficace. Elle oublie, elle se réveille la nuit et elle est en stress, et du coup, la fois d'après, elle va le faire. Mais il ne faut surtout pas intervenir à ce moment-là, la nuit. Il faut qu'elle gère de bout en bout. Et parfois, on a besoin de rajouter des conséquences désagréables, entre guillemets, artificielles, pour renforcer cet effet-là s'il n'est pas suffisamment présent. On ne fait pas changer quelqu'un qui n'a pas de problème. Bon, est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur ce sujet? Je ne sais pas. J'espère que Caroline y trouvera des réponses, en tout cas. Donc moi, ce que j'ai envie de proposer comme résumé, et n'hésitez pas à me poser des questions et à réagir si vous voulez. Donc, ce que j'ai envie de proposer à Caroline, c'est déjà d'assumer le fait que quand elle dit à sa fille qu'elle a raté un truc, sa fille va se sentir en échec, c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. C'est une fois qu'elle a digéré son échec que c'est intéressant pour remonter sa confiance en elle et son estime d'elle, de dire bah ok, là tu as raté, il n'y a pas de problème à rater. Qu'est-ce que tu comptes faire pour la prochaine fois pour que ça se passe mieux?
Et une fois que l'enfant va annoncer des choses, souvent assez peu réalistes, je vous le dis tout de suite, mais c'est pas grave, vous ok, bah on va essayer ça, puis on en reparle la prochaine fois et on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On a une approche assez décontractée du truc. J'espère que tout ça est clair pour vous. Je vous remettrai en lien dans la description de la vidéo une autre vidéo que j'avais faite sur la responsabilisation parce que je pense qu'elle pourrait compléter celle-ci et être assez éclairante en complément de ce que j'ai dit aujourd'hui. J'attends de voir si vous avez des commentaires et des questions complémentaires par rapport à cette situation. En attendant, je vous rappelle plusieurs choses. D'une part, vous pouvez trouver plein de ressources complémentaires sur le blog, blog.escomc.fr. Donc sur ce sujet, sur les questions du couple, des émotions en général, etc. Ensuite, vous pouvez, si vous avez envie de poser une question pour le prochain SOS Escomc qui aura lieu normalement, pas mercredi prochain, mais dans 15 jours, c'est à peu près toutes les 2 semaines, vous pouvez m'envoyer une question par mail à l'adresse sandrine@sco2mc.fr en précisant bien question pour le SOS Escomc. Et cette question, elle peut porter sur des difficultés émotionnelles, relationnelles que vous rencontrez, soit dans la relation avec vos enfants, soit dans la relation avec vous-même, soit dans votre couple, soit au travail, etc. Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je ne vois pas de questions et de commentaires complémentaires. Je vous donne rendez-vous soit sur la page Facebook, soit sur le blog. Vous pouvez aussi, si cette vidéo vous a plu, vous faire un don sur Twitter, n'importe quoi, sur Tipeee, c'est une plateforme de pourboire participatif, tipeee.fr, là aussi je mettrai le lien en description de la vidéo. Merci à tous et à toutes et à très bientôt.